La psychologie et le cinéma sont nés pratiquement au même moment, à la fin du 19e siècle. Cependant, il existe une date clé dans la naissance de la psychologie scientifique, 1879. En effet, c'est en 1879 que Wilhelm Wundt crée le premier laboratoire de psychologie expérimentale. Ensuite, en 1895, les frères Lumière créent le célèbre cinématographe Lumière, donnant ainsi lieu à la première projection publique payante de l'histoire. Il faut savoir que le cinéma a été un précurseur de certains comportements étudiés en psychologie. Bah oui, dans leur représentation, les acteurs fonctionnent comme des modèles sociaux, ils sont admirés et suivis par beaucoup de gens. Parmi les genres cinématographiques qui étudient le mieux la psychologie, le cinéma d'horreur arrive en première position, donnant naissance à la psychologie de la terreur. Mais en fait, la peur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la réponse naturelle que génère l'être humain pour répondre à des situations perçues comme étant dangereuses ou menaçantes. C'est donc une sensation insatisfaisante que nous avons tendance à éviter. Alors pourquoi existe-t-il des films imaginés pour nous faire peur ? Et pourquoi sont-ils considérés comme divertissants par bon nombre de personnes ? Les films d'horreur sont faits en se basant sur le psychisme humain et même si le déclencheur de la peur dépend de la culture ou des sensibilités de chaque individu, certains éléments sont quand même constants. L'être humain a généralement peur de trois choses. La peur elle-même, l'inconnu et la solitude imposée. Après, il existe des déclencheurs de peur personnels, comme par exemple les phobies qui sont l'exemple le plus connu. Nous en venons donc à nous poser la question suivante. Pourquoi les films d'horreur nous plaisent-ils tant ? La peur, on le sait, est une émotion naturelle. Au quotidien, elle est déclenchée par notre instinct de survie au moment d'un danger pour nous mettre dans un état de vigilance. Lorsque l'on vit cette émotion, des hormones comme l'endorphine et l'adrénaline sont sécrétées et nous aident à dépasser cette peur. Une fois l'émotion passée, la dopamine, qui est très addictive, est une vraie récompense. Satisfait d'avoir dépassé notre peur, on ressent donc du plaisir. Alors après, on n'est pas tous égaux face à la peur, c'est pour ça que certaines personnes préfèrent éviter de regarder des films d'horreur tout simplement parce qu'ils ont peur d'avoir peur, en fait, là où d'autres personnes sont addictes à cette satisfaction, ce sentiment d'avoir dépassé cette peur. Les films d'horreur, pour plaire, doivent donc garder un certain équilibre entre la peur et le plaisir. La peur créée dans les films d'horreur ne peut pas être si réelle et viscérale que la peur du monde réel. En gros, le spectateur doit être en mesure de comprendre qu'il est confronté à une fiction et ainsi engendrer un sentiment de sécurité. Pour y parvenir, il faut suivre certaines techniques narratives. Tout d'abord, le film doit avoir une tension suffisante, du suspense et du mystère, et ce pour garantir l'intérêt du spectateur jusqu'à la fin du film. Ensuite, les spectateurs doivent ressentir de l'empathie et de la compassion pour les personnages du film d'horreur. Lorsque le personnage souffre d'un malheur, le spectateur doit ressentir un certain degré d'identification à son égard. Ainsi, lorsque le personnage vit quelque chose de positif, cela contribue à apaiser le spectateur. L'ennemi, lui, à l'inverse, doit être haï et dévalorisé par les spectateurs et ne doit en aucun cas générer de l'empathie dans le film, bien au contraire. Pour finir, les réalisateurs se doivent de faire en sorte que la fin du film soit heureuse ou au moins satisfaisante, et ce, malgré les malheurs montrés tout au long du film et les problèmes rencontrés par le ou les protagonistes. Malgré tout, il ne suffit pas d'employer des techniques narratives pour qu'un film d'horreur soit un succès et nous divertisse. En fait, il est aussi nécessaire que certaines théories psychologiques soient appliquées. Il faut donc profiter de certaines notions de la psychologie de la terreur. La théorie la plus basique est le conditionnement positif. Alors le conditionnement positif, qu'est-ce que c'est ? En gros, malgré tous les malheurs qui affectent les personnages d'un film d'horreur, le soulagement qui est ressenti lorsqu'ils s'en sortent produit un effet plaisant chez les spectateurs, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et en réalité, cet effet, c'est ce que recherche la majorité des spectateurs qui regardent un film d'horreur. En conclusion, même si on pourrait penser le contraire, les spectateurs d'un film d'horreur ne regardent pas ce genre de film pour
l'horreur qui s'y produit, mais pour le soulagement généré lors des scènes positives. À présent, je vais vous présenter les films horrifiques qui ont marqué les différents siècles qui ont suivi la création du cinématographe Lumière et les débuts du cinéma. Au début du XXe siècle, Georges Méliès, un pionnier du cinéma, réalise le premier film de terreur de l'histoire, Le Manoir du Diable, réalisé en 1896 et qui dure 120 secondes. À partir de là, une infinité de titres supplémentaires apparaîtront. En 1920 est réalisé le film Le cabinet du docteur Caligari, considéré pour beaucoup comme le premier long métrage de terreur. Il est aujourd'hui considéré comme un film culte. Le film s'inspire de plusieurs cas réels d'assassinats qui se sont produits à Hambourg. Le décor et les scènes expressionnistes de ce court-métrage en font un classique du cinéma d'horreur. Alors après le film La monstrueuse parade. La monstrueuse parade, c'est un film américain sorti en 1932 qui se déroule dans un cirque et présente comme protagonistes des personnes souffrant de malformations. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les personnes souffrant de malformations étaient exposées comme des phénomènes de foire. A noter aussi que durant cette période, la fascination pour les monstres poussa beaucoup de réalisateurs à adapter des œuvres littéraires, la plus connue étant Frankenstein en 1931. Durant la seconde moitié du XXe siècle, on peut facilement parler d'une période de changement. En effet, dans les années 60, le blanc et le noir prédominaient dans les films de terreur psychologique. Or, à partir des années 70, on commence à voir émerger de nombreux films en couleur. Le cinéma en couleur existait déjà auparavant, mais c'est réellement dans ces années-là qu'il se concrétise et devient part entière du cinéma. Ensuite, dans les années 70 et 80, on assiste à l'émergence de la science-fiction qui a fusionné avec la terreur et a donné vie à des films comme Alien, 8e passager. On a aussi cherché à adapter des romans de Stephen King et c'est comme cela qu'est bien sûr né Shining en 1980. On arrive maintenant dans les années 90 et 2000 où l'abus d'effets spéciaux commence à réellement laisser des marques dans le cinéma d'horreur. Alors des centaines de films au caractère paranormal sont alors produits et même des sagas, mais la majorité reste d'une qualité douteuse et n'obtient que très peu de succès. Malgré tout, certains films qui font davantage appel au suspense et au monde psychologique peuvent être cités, tels que Mystery en 1990, qui est une adaptation d'une œuvre de Stephen King aussi. Bon, je vais m'arrêter là. Bien entendu, je sais qu'il reste encore beaucoup de films d'horreur psychologique qui n'ont pas été cités, comme Black Swan, Shutter Island ou encore Le Silence des agneaux, mais j'estime que ce sont des films beaucoup plus récents et beaucoup plus de gens les connaissent, donc au final ça n'a beaucoup moins d'intérêt de vous parler de ces films-là. En tout cas, vous savez à présent pourquoi beaucoup d'entre nous aiment tant regarder des films d'horreur et comment est réellement née la psychologie de la terreur.